et bienvenue dans cette 3e édition du Sommet des crypto-monnaies. Alors, nous sommes en présence aujourd'hui de Chantal et de Julien. Je vais te laisser présenter Julien, mais avant, je voudrais faire un petit rappel. Cette vidéo est préenregistrée parce qu'on est tous sur des fuseaux horaires différents et que c'est totalement impossible de faire des lives ensemble condensés sur un week-end. Donc c'est pour ça qu'on préenregistre, parce qu'on a eu des commentaires l'année dernière de gens qui ne comprenaient pas. Donc voici l'explication. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Stéphanie, je suis l'initiatrice du sommet des crypto-monnaies et je suis aussi la fondatrice de Crypto Formation Continue. Donc nous sommes en présence aujourd'hui de Chantal de Crypto Expert et de Julien de Trilem et je vais vous laisser vous présenter. Alors, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Alors moi c'est Julien, effectivement, comme Stéphanie disait, vous pouvez consulter sur ma chaîne, moi c'est Trilem Media, donc c'est un podcast que j'ai créé au début avec mes frères, un podcast qui était seulement audio, ça s'appelle Balado 3.0, c'est un podcast qui continue d'exister, et ensuite on a transitionné vers donc une chaîne vidéo YouTube, et globalement on parle de finance, d'immobilier, d'entrepreneuriat, et puis on a un gros segment sur la crypto-monnaie. Donc c'est comme ça que j'ai été amené à rencontrer Stéphanie. Elle est passée notamment sur une des émissions que j'ai qui s'appelle Crypto, où j'interviewe des personnes qui évoluent dans le système et dans l'industrie, on va dire, de la crypto-monnaie. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de mener cet entretien. Alors peut-être juste pour rappel, on est sur la 3e saison. Donc pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, il y a 2 autres saisons, donc vous imaginez, qui ont été enregistrées préalablement. Alors la saison 1, c'était vraiment dédié aux personnes qui commençaient de zéro et qui voulaient découvrir un petit peu ce qui existait dans le monde de la crypto-monnaie en tant que telle. La saison 2, elle, était plus orientée sur des stratégies d'investissement. Donc l'avantage, c'est que sur le sommet des cryptos, vous avez différents invités qui vont avoir des backgrounds différents. Chacun va avoir leur propre stratégie. Donc chacun d'eux, justement, vont, dans la saison 2, on parlait de leur stratégie, leurs bons coups, leurs mauvais coups. Et voilà, donc ça vous permet, si vous êtes intéressé, d'aller consulter ces 2 saisons-là. Aujourd'hui, et pour la 3e saison, on a décidé d'être plutôt sur le thème de l'actualité, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Moi, j'aime bien dire que c'est un cycle qui est très politique. Alors, je suis certain qu'on va pouvoir en parler avec Chantal. Alors, Chantal, justement, est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Avec plaisir. Merci déjà pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer au sommet des crypto-monnaies. Merci à toi. Moi, je suis donc principalement formatrice pour les investisseurs crypto spot sur le marché secondaire. Ma spécialité, c'est de trouver les pépites. Et effectivement, la thématique cette année est tout à fait pertinente. Sinon, je suis aussi advisor dans des projets blockchain et je forme aussi des chefs de projet blockchain. Je suis également business analyst, ce qui m'aide énormément à trouver les pépites. J'ai créé un logiciel depuis maintenant 2 ans qui s'appelle Les Scores de Chantal, où je mets des scores, du rating à toutes les cryptos. C'est un logiciel qui met à jour 7600 cryptos tous les jours pour avoir tous les points forts et les points faibles et donner des notes. J'adore ça, donner des notes. Voilà, donc j'ai plein d'activités en fait. Mais le grand public me connaît surtout par ma chaîne YouTube Crypto Expert Chantal Lenk. Parfait. Bon, vas-y Stéphanie. Juste avant qu'on commence l'interview, je voudrais juste préciser pourquoi tu es là, toi, cette année, et qu'on fait une interview à 3. C'est parce que tu es beaucoup plus professionnel que moi pour interviewer les gens, et du coup ça monte un petit peu plus le niveau, on va dire, de ce sommet en termes de professionnalisme, et c'est pour ça que je tenais à ce que ce soit toi qui fasses l'interview, parce que tu es né pour ça. Et voilà, c'est ça, on veut un cran plus de professionnalisme. Bon, merci beaucoup Stéphanie pour ta confiance, et tu mets pas du tout la pression pour la suite de l'interview. On va attaquer avec la première question. Donc on va poser le contexte actuel, parce que je pense que c'est un petit peu la question que tout le monde se pose en ce moment. On précise peut-être aussi qu'on enregistre aujourd'hui, on est le lundi 5 août. Je sais pas quand est-ce que l'épisode va être publié, mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, les marchés sont plutôt rouges. On est en train de nager dans un bain de sang. Alors, prenons un petit peu de recul avant peut-être de rentrer un petit peu plus dans cette actualité qui nous concerne plus directement, on va dire.
On est sur un cycle vraiment très particulier. Alors, il y a tellement de choses qui se sont passées. C'est ça que j'aime en crypto. C'est que des fois, tu as l'impression que ça fait 10 ans que tu es dans ce cycle. Mais non, ça fait, tu vois, seulement 6 mois. Tu pars 2 semaines en vacances et tout a changé. Alors, qu'est-ce que moi, je retiens personnellement du cycle? Bon, on a eu les ETF, l'approbation des ETF Bitcoin, Ethereum. Ça, c'est quand même big. On a eu l'arrivée de l'intelligence artificielle forte qui est rentrée sur les marchés traditionnels et qui s'est répercutée aussi dans notre marché des crypto-monnaies. On a eu, rappelez-vous, l'arrestation de CZ aussi, qui a été quand même assez politique aussi, hein, d'une certaine façon, on peut le dire. Et puis, pas mal d'autres choses. La SEC qui est partie en guerre contre tous les exchanges et compagnie et compagnie. Alors, Chantal, moi, je voulais te poser la question, qu'est-ce que toi, tu retiens de ce cycle, on va dire, depuis son début jusqu'à aujourd'hui? Le plus gros impact de tout ça, c'est l'arrivée des institutionnels. Et même le début de l'arrivée des gouvernements qui achètent du Bitcoin. Globalement, dans n'importe quelle classe d'actifs, si on prend les débuts d'Internet ou les débuts de l'intelligence artificielle, etc., il y a toujours un moment où les institutionnels commencent à investir. Et c'est là où on a la plus grosse des bulles. Même s'il y a d'autres bulles avant et après, on est en train de vivre la plus grosse et les gens ne s'en rendent pas compte. On s'en rendra compte dans quelques années en faisant un zoom arrière et en regardant ce qui s'est passé ces temps-ci. Oh, ok, super intéressant. Je m'attendais pas à ce que tu ailles jusque-là dans tes propos. Alors, est-ce que selon toi, au niveau, parce que c'est vrai que j'aime bien dire que Bitcoin, c'est un peu comme une horloge suisse. D'ailleurs, toi, je crois que la moitié du temps, tu restes en Suisse. Ça va peut-être te parler. Parce qu'il y a vraiment on va dire un rythme auquel les gens sont habitués, à un point qu'on en arrive quasiment tous à devenir des experts du marché en disant oui, alors là on est en bull market, là ça va être le top, là ça va baisser. Est-ce que selon toi, avec cette arrivée des grosses liquidités des gouvernements, des institutions, penses-tu qu'on va avoir un changement fondamental de ce cycle-là? Il y en a qui parlent d'un comment on appelle ça, un super cycle. Un hypercycle. D'autres, ouais, voilà, exactement. Quelle est ta vision là-dessus, Chantal? Il est possible qu'on ait des cycles plus courts ou des cycles plus longs. La majorité des chances reste quand même sur un cycle de 4 ans parce que le narratif est bon, même si les halvings auront de moins en moins d'impact puisqu'ils concernent de moins en moins de quantité de Bitcoin, mais le narratif est excellent. Or, les gros comptes adorent manipuler les petits comptes qui sont leur liquidité de sortie avec des bons narratifs. Donc le narratif du halving et des cycles de 4 ans, il est bon, je pense qu'il reste encore valable. Le narratif des cycles courts, je pense qu'il a très très peu de probabilité. Et le narratif des cycles longs, les super cycles, un peu comme on est en train de faire artificiellement avec le SP500, avec les gouvernements qui impriment de la monnaie comme s'il n'y avait pas de lendemain, eh bien là, celui-là, il est possible. Même si, à mon avis, il a moins de probabilité que les cycles de 4 ans, parce qu'il y a bien un moment où il faut vendre, il faut prendre des bénéfices. Donc, celui-là, il est plus plausible qu'un cycle court, parce que les institutionnels et les gouvernements sont lents dans leurs décisions d'achat. Donc, il faut attendre le prochain conseil d'administration dans 3 mois ou dans 6 mois, qui va décider d'allouer telle quantité à telle classe d'actifs. Et puis, d'abord, ils ont mis sur Bitcoin. Et puis là, maintenant, ils vont peut-être ajouter Ethereum. Mais est-ce qu'ils vont augmenter le volume ou est-ce qu'ils vont juste vendre un peu de Bitcoin pour aller sur Ethereum? Et ça prend du temps. Est-ce que tu penses aussi, moi j'avais une théorie passé un moment justement sur l'allongement des cycles, ou pas forcément des cycles, mais en tout cas des phases dans les cycles, comme la période d'accumulation et la période de vente, parce que bien évidemment ils arrivent avec des budgets énormes, donc du coup tu peux pas acheter tout d'un coup ou tout vendre d'un coup, donc du coup c'est possible que la phase d'accumulation soit un peu plus longue le temps qu'ils achètent, et même chose pour la phase de sortie, donc en haut du bull run, que ça soit peut-être un peu plus long aussi, le temps qu'ils redistribuent tout ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait soit agrandir le cycle, soit agrandir les phases dans le cycle? Oui, absolument. Ça rallonge la durée des mouvements. T'as raison, ils achètent progressivement. Ça dépend. Hein. Bon, si c'est du Bitcoin ou du Ethereum, ils achètent en OTC. Hein. Ils achètent de personne à personne directement, avec par exemple Coinbase qui sert d'intermédiaire pour la sécurité. Donc du coup, ça fait pas bouger le prix. Mais quand les desks OTC sont à sec,
ils ont vendu tous leurs bitcoins, par exemple, ben, ils sont obligés d'acheter sur le marché secondaire. Non, avant ça, ils téléphonent aux mineurs bitcoin. Vous n'auriez pas des bitcoins à vendre, on vous fait un bon prix, etc. Puis quand ils sont désespérés, ils achètent sur le marché, puis c'est là que les prix montent. Et souvent, les prix montent après les achats des baleines, ce qui arrange bien les baleines pour pouvoir en revendre un peu pour prendre des bénéfices. Oui. Ça dépend parce qu'il y a les baleines court terme et les baleines long terme. Donc ce qu'on vient de discuter, c'est surtout pour les baleines long terme qui achètent en vue de la prochaine vraie grosse pointe de bulle. Et puis il y a aussi les baleines court terme qui achètent pendant les baisses et qui revendent dès que c'est remonté. Il y a vraiment de tout. C'est très difficile de suivre les baleines en fait. Moi je les espionne énormément sur de nombreuses cryptos. J'ai même dans mes outils, dans mon logiciel, j'ai même des notes là-dessus et on peut les repérer. Mais comme il y a les baleines long terme et court terme, ça mélange, ça fausse la donne, tu vois. Il n'y a pas encore d'indicateur qui pourrait les différencier. C'est trop tôt. Alors, sur Glassnode, il y a des graphiques séparés pour long terme et court terme, et il y a des graphiques séparés pour les gros et les petits. Mais pas les deux en même temps. En fait, alors ceux qui veulent voir vraiment les graphiques les plus pertinents, il faut aller voir Willy Woo, W-I-2-L-Y espace W-O-O sur Twitter. Lui, il publie des trucs mais complètement bluffants pour lesquels il faut vraiment avoir l'abonnement Tier 3 ou même il crée des graphiques avec Glassnode. Alors tu parles justement de suivre les baleines sur Glassnode, je sais que c'est une de tes spécialités. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que toi tu vois en ce moment par exemple? Est-ce que tu vois que certaines baleines sont déjà en train de distribuer ou en tout cas moi de ce que j'ai cru comprendre sans être aussi loin que toi sur ces métriques-là, j'ai l'impression que pour l'instant ils sont plutôt en train de racheter justement toutes les baisses. Est-ce que dans quel sens ça va toi ton analyse? Yes, alors ça se subdivise en professionnel ou non professionnel, DEX ou exchange centralisé. Par exemple, en ce moment, si on regarde Ethereum, les très gros comptes Ethereum, en ce moment, ceux qui ont leur propre wallet, donc ils achètent sur les DEX ou en OTC, mais ils ont leur propre wallet, eh bien, eux, ils sont en train d'acheter, alors que les prix sont en train de chuter. Mais si tu regardes même les petits qui rentrent dans cette configuration, ils sont aussi en train d'acheter. Mais puisque les prix chutent, qu'il y a bien quelqu'un qui vend, eh ben c'est sur les exchanges que ça vend. Et ça, c'est la différence entre ceux qui sont professionnels ou en tout cas bien connaisseurs, qui savent être leur propre banque, et ceux qui, au contraire, sont sur les exchanges. Donc peut-être les baleines qui sont sur leur premier cycle et les baleines qui sont sur leur deuxième cycle, pour celles qui sont entrées déjà avant? Parce qu'on dit que c'est l'institutionnalisation et surtout dans le sens qu'il y a des nouveaux outils disponibles comme les ETF pour... jusqu'à maintenant, tu avais Michael Saylor. On savait que c'était un genre d'ETF un peu déguisé. Les gens achetaient l'action de MicroStrategy pour s'exposer à la performance de Bitcoin. Est-ce que tu dirais que... Parce que sur le dernier cycle, il y avait quand même certaines institutions, mais c'était peut-être des institutions qui étaient un peu plus avant-gardistes ou qui étaient plus dans les domaines de la technologie, déjà familiers avec la blockchain. Est-ce que toi, tu penses que c'est des nouvelles baleines qui sont en train d'arriver qui, du coup, vont peut-être aussi commettre certaines erreurs? Oui, j'espère que ma question est bien formulée. Il y a les anciennes, il y a les nouvelles. Et tu as raison de le dire, Julien. Il y a plein de baleines qui commettent des erreurs. Le marché n'est pas encore efficient. Pourquoi? Parce que personne ne sait exactement combien une crypto devrait valoir. On n'a pas les outils pour calculer combien il mériterait d'avoir comme market cap ou comme fully diluted market cap, c'est-à-dire la valeur quand on aura distribué tous les tokens. C'est surtout le FDV que moi j'utilise quand je veux estimer une crypto. En fait, je regarde quel sera le market cap dans un an et demi, quand on sera probablement, c'est pas sûr, mais à peu près dans la prochaine pointe de bulle. Et je me dis, ok, ils auront distribué à combien de tokens à ce moment-là? Et c'est là-dessus que je calcule le market cap pour savoir s'ils sont en ce moment surévalués ou sous-évalués. Et comme moi, je fais ça tous les jours depuis début 2017, et que en plus, je suis spécialiste en business analyst, tu vois, moi, j'ai mes outils qui recensent des centaines d'informations tous les jours sur chacune des cryptos. Et ben, tout ça ensemble, je suis capable de dire que telle crypto, en fonction de ce qu'elle fait déjà et de la qualité de ce qu'elle fait déjà, et en plus ce qu'elle a sur la roadmap, etc., elle devrait valoir entre temps et temps comme market cap. Et je tiens compte de ce qui va être distribué dans les 12 à 18 mois. Et là, je me dis, OK, celle-là, elle est surévaluée. Celle-là, elle est sous-évaluée. En ce moment, on a
plein de cryptos de grande qualité qui arrivent sur le marché beaucoup trop cher. Leur market cap est déjà à des milliards au lieu d'être à des millions quand ils arrivent sur le marché. Et ça, c'est les VC qui ont acheté des tonnes de cryptos très bon marché. Alors, je trouve ça normal que les VC achètent des tas de cryptos très bon marché parce que quand ils viennent au tout début, ils prennent plus de risques. Donc ça, c'est normal. Mais là, on passe d'un extrême à l'autre. Et il n'y a plus moyen pour le commun des mortels qui est sur le marché secondaire de faire des bonnes affaires. Donc là, au moment du lancement, c'est pas du tout intéressant d'acheter. Il faut attendre que tous les prix retombent, que les gros comptes du début se soient fait des bénéfices sur le dos du grand public, ce qui est tout à fait détestable. Et ensuite, des fois, on peut même racheter presque au même prix que les VC, tellement c'est redescendu. Et là, on n'est même pas coincé par des tokens bloqués, on est libre. Et à ce moment-là, c'est le bon moment d'acheter, si c'est une crypto de qualité. Donc, on est dans un marché qui est très différent de la bulle précédente, parce que ce que j'ai acheté, moi, en 2020, mais ça a explosé en 2021, mais c'était génial. Et là, maintenant, on est dans la même situation. 2024, c'est le moment d'acheter, parce que ça va exploser l'année prochaine, probablement. Ok, il faut jamais dire qu'on est 100% sûr, mais c'est la plus grande probabilité. Ok, mais il faut pas acheter n'importe quoi, parce qu'il y a justement des cryptos comme ça, c'est l'arnaque au moment du lancement. Elles sont beaucoup trop chères. Est-ce que tu pourrais donner par exemple un exemple d'une crypto que tu évalues qui est surestimée, on va dire, et une qui justement sera encore un potentiel d'achat intéressant? Je sais pas si c'est clair, ou peut-être que tu veux pas donner de crypto, mais ça pourrait être intéressant moins pour que les gens se rendent compte si par exemple est-ce que pour toi Bitcoin en ce moment c'est déjà surévalué, il faut attendre qu'il descende plus bas, et puis si on prend une crypto d'une narrative par exemple comme Render qui a fait tant parler, est-ce que tu penses que justement on est allé beaucoup trop vite, beaucoup trop loin, et qu'on est peut-être pas sur des prix d'achat très intéressants même là avec la retrace actuelle? Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a typiquement les mêmes dans lesquels il y a beaucoup trop de capital. Et ça, c'est un petit peu en réaction au VC dont je parlais tout à l'heure. Et ça commence un peu à se tarir, l'argent qui arrive dans les mêmes, parce qu'il y a juste trop de mêmes par rapport aux acheteurs. Et puis, à l'inverse, qu'est-ce qui est sous-évalué? Avait complètement sous-évalué la finance décentralisée dans l'écosystème Ethereum au sens large, y compris sur Base, est complètement sous-évaluée. Le gaming, il est rétamé au sol alors qu'il y a des projets absolument fabuleux qui sont en train de se lancer ou qui se sont déjà lancés. Le gaming, là, ça va, quand ce sera son moment de hype, ça va exploser, un truc de malade. Donc oui, le marché n'est pas efficient. Le marché, il a plein d'erreurs, et en ce moment, ouais, il y a effectivement, et aussi dans l'intelligence artificielle, il y en a quelques-unes qui ont beaucoup trop monté et qui probablement vont devoir redescendre un peu avant d'être intéressantes. Ok, ça donne une bonne idée. C'est vrai que j'avais remarqué aussi justement sur Aave qu'on commence à avoir du volume qui rentre, et c'est vrai que finalement le narratif de la DeFi, on dirait que depuis le Summer DeFi qu'on avait eu en 2021, si je dis pas de bêtises. Été 2020. Été 2020, pardon, t'as raison, je décale d'une année. Été 2020, depuis, c'est vrai qu'on n'en avait pas trop reparlé, et là j'ai l'impression qu'on pourrait avoir un nouveau... alors ce sera pas le Summer, parce qu'on est déjà en août, et puis que là ça présage un peu mal, mais en tout cas qu'on pourrait avoir à nouveau un engouement pour ce narratif-là. Et du coup, au niveau des narratives, là tu me tends la perche pour la question suivante. Quand je pense, moi, aux différentes narratives dont on a beaucoup entendu parler à date sur ce cycle-là, je pense au RWA, avec toute l'histoire de Larry Fink et de BlackRock, comment ils se positionnaient, et leur vision, on va dire, du marché dans le futur. Il y a l'intelligence artificielle, bien évidemment, on en a parlé. La catégorie d'épines aussi, on en a quand même beaucoup entendu parler. À ton avis, quel est le narrative qui est le plus intéressant à surveiller? Quel est celui qui a le mieux performé, et peut-être celui qu'on devrait absolument garder sur notre watchlist? Alors, ceux que tu viens de citer ont déjà eu leur moment de gloire en 2023 ou en 2024, et ils vont recommencer à avoir une période de hype parce qu'ils n'ont pas eu assez, ils méritent beaucoup plus. Dans la catégorie d'épines, c'est spécialement intéressant de regarder les cryptos qui servent à pallier au manque global mondial de cartes GPU.
qui permettent aux gens de mutualiser leur puissance de calcul. Parce que là, en attendant que les usines qui sont en cours de construction soient performantes, on va avoir quelques années où ça va vraiment être une nécessité. Au niveau de la tokenisation RWA, là, il faut faire gaffe parce que c'est pas le prix d'une maison qui va faire x100. Donc, il faut faire gaffe on investisse dans des cryptos dont le succès des outils profite. Non, je l'ai pas bien dit là. Je vois ce que tu veux dire. C'est l'histoire d'acheter des pelles. Je vais le redire, on coupera au montage. Il faut faire gaffe d'investir dans des cryptos qui vont profiter des outils de leur projet. Je m'explique. Les outils de tokenisation récoltent des fees et ces fees doivent profiter au prix de la crypto comme apport de liquidité à la trésorerie qui sert à rétribuer les investisseurs ou carrément avec du buyback and burn, à racheter et brûler des tokens. Et donc, dans ces cas-là, ça peut faire monter le prix de la crypto. Mais sinon, les cryptos, elles vont monter un peu, mais pas tant que ça. Donc, il faut juste bien étudier la tokenomics, l'utilité du token et comment l'argent circule à l'intérieur du projet. Pour le RWA, c'est vraiment crucial. Après, il y a d'autres narratifs qui n'ont pas encore eu leur vrai hype, ni en 2023, ni en 2024. Typiquement, le gaming. Typiquement, l'écosystème TON. Pour le moment, il y a que des mèmes dessus. Bon, moi, j'ai déjà acheté quelques cryptos de l'écosystème TON qui sont sérieuses, mais la plupart, ce sont des mèmes. Et par contre, les autres projets sont en cours de préparation. Bientôt, il y a plein de tokens qui vont se lancer. Et moi, je suis sur les starting blocks. Je regarde tous les jours ce qui se passe dans TON. Parce que là, on va avoir une vraie grosse explosion. Base, ça a déjà commencé. L'écosystème Base, mais ça va remonter encore beaucoup. Et puis, il y en a une qui a pas du tout monté encore. C'est Linea. Linea, en plus, personne ne sait comment avoir des scores, etc. Mais moi, je la regarde tous les jours. Et Linea a été lancée par la même entreprise qui a fait MetaMask pour son 6. Et elle est soutenue par les mêmes gros comptes, etc. Donc, ce qui se construit dans l'écosystème Linea, celui-là, je le regarde aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intelligence artificielle a déjà eu pas mal de moments de gloire, mais mérite d'en avoir encore plus. Surtout si on couple intelligence artificielle qui mutualise des cartes GPU pour l'intelligence artificielle, un projet qui fait les deux à la fois, des pins GPU et intelligence artificielle. Oh, alors là, c'est bingo, quoi. Il y aura un moment où ça va faire des jolies montées, que ça soit et RWA en plus, que ça soit en 2024 ou en 2025. Et là, quand tu parles de ça, je pense à Render et Akash. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui mériteraient d'être étudiés? Alors, dans mes outils, si je mets un filtre sur ceux qui ont la catégorie intelligence artificielle et qui ont la catégorie d'épines et qui ont un nombre d'abonnés Twitter en augmentation sur 30 jours, là, ça me fait un sacré filtre. Il en reste seulement 45 sur mes 7600 cryptos. Et tadada, celles qui ont la meilleure note, c'est Streamer, symbole data, Internet Computer, symbole ICP, ça c'est tout le monde l'a détesté à son lancement, celui-là c'était une VC chain. Océan Protocol, symbole Océan, Marlin, symbole Pond, Phoenix, symbole PHB, et ensuite Render, que tout le monde connaît, symbole Render. Ensuite Flux, 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 c'est vrai. Flux, il est sous-évalué en ce moment, symbole Flux, voilà. Et ensuite, voyons, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on a Nozana, j'en ai. Lui aussi, il est très intéressant. Et un autre dont je voudrais parler, que je surveille attentivement depuis plusieurs années, c'est Track, Origin Trail. Origin Trail, à l'origine, ils étaient plutôt dans la supply chain pour prouver la véracité de toutes les informations dans la supply chain, le transport de containers et tout ça. Et là, maintenant, ils se sont spécialisés dans prouver la véracité de tout ce qui se dit dans l'intelligence artificielle, en fait, des outils d'intelligence artificielle. Qui est un des enjeux, ouais, parce que là, franchement, quand ChatGPT, il te dit n'importe quoi, parce qu'il invente, parce qu'il n'a pas la réponse, on a vraiment besoin d'Origin Trail, tu vois, genre. Mais tu vois, c'est très bien que tu donnes cet exemple, parce que je trouve que, justement, les projets qui évoluent avec leur temps et qui s'adaptent avec les nouveaux narratifs, le marché, bref, tout un tas de trucs,
ça montre à quel point ces projets-là sont des projets sérieux. Et contrairement à ceux qui jump et profitent d'une vague, on change le nom, on s'appelle intelligence artificielle, mais il y a aucun avantage de plus ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est très bien de bien préciser aux gens que de toujours faire des recherches encore et encore surtout sur des projets qu'on connaît et qu'on a dans notre portefeuille, et de voir des projets comme ça, comme Origin Trail, qui s'adapte. Moi, je trouve que c'est le meilleur gage de qualité, en fait. Ouais. Je suis bien d'accord. Si je mets un filtre supplémentaire sur ceux qui se sont lancés en 2024, alors là, le grand gagnant, c'est une crypto que je ne connais pas, Fluence, F-L-U-E-N-C-E, symbole FLT. Et puis, il y a Verida que je ne connais pas non plus. Donc, en fait, j'arrête pas de découvrir des nouvelles cryptos. Du coup, je passe un temps fou à les étudier, mais j'adore ça. Moi, je peux me relever la nuit pour étudier des cryptos. Ensuite, il y a Edge Matrix Computing que je ne connais pas, EMC. En 2024, il y a Node AI GPU. Celle-là, je la connais un petit peu. Puis, il y a OORT. Voilà. Donc, il y en a plein quand même qui se sont lancés en 2024. Ouais. Donc, ça donne une bonne idée et puis quelques pistes peut-être à étudier pour les gens qui nous écoutent. Là, si on revient un petit peu peut-être sur la structure du marché tout à l'heure, tu parlais que quand on est sur un cycle institutionnel, c'est là qu'on devrait avoir la plus grosse bulle. Quand j'entends bulle dans ma tête, je pense à ce fameux blow-off top, tu sais, comme on avait eu sur les cycles avant le dernier, puisque le dernier, on a eu cette espèce de rounded top. Et comme disait Stéphanie, les grosses baleines, les institutions, quand elles vont sortir, la phase de distribution, moi j'imagine bien sûr un gros range de fin. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui sont paniqués en ce moment de voir qu'on sort du range vers le bas en se disant est-ce que c'était tout, est-ce que le bull run est terminé? Je voudrais avoir ta vision là-dessus. Tu disais que toi, selon toi, c'était plutôt en 2025 que ça allait repartir. Si on devait donner, encore une fois, on s'amuse, on sait qu'on donne pas de conseils et on n'a pas de boule de cristal, mais essayer de timer ça un petit peu. Comment tu vois la correction actuelle? Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va durer un peu? Comment tu vois la fin d'année? Et peut-être, on va dire, un objectif temporel l'année prochaine sur une fin potentielle ou un ATH atteint? Alors, j'ai pas dit que ça allait repartir en 2025. J'ai dit que je pensais que la pointe de bulle serait probablement en 2025 ou début 2026. Okay. Je pense que ça va repartir en 2024. Ok. Dans le sens qu'on sera déjà dans la montée. Un peu comme on a fait il y a 4 ans. Hein. Après, ta question, le début de ta question, est-ce que la pointe de bulle sera arrondie? Il y a des chances que oui, puisque on va vers de plus en plus des gros montants qui viennent progressivement et des gros institutionnels qui achètent et qui vendent progressivement. En plus de ça, si tu regardes le total market cap que tu sépares par taille de crypto, bah comme d'habitude, que ça soit dans les mini bulles intermédiaires ou dans la vraie bulle, eh bien on a d'abord les grosses cryptos qui font leur pic, ensuite donc d'abord Bitcoin, ensuite Ethereum, ensuite les petites, et c'est les bénéfices des grosses qui vont ruisseler sur les petites. Donc pour répondre à ta question, imaginons que la pointe de bulle elle serait en 2025 ou début 2026, eh bien oui, ce sera pas trop pointu, ok, mais c'est parce que les grosses ruissellent sur les petites. Mais si on regarde une crypto précise, elle peut très bien faire un pic. Moi, j'entends beaucoup parler du Q1 2025 comme top de marché. Toi, tu sembles dire donc 2025 voire 2026. Alors, est-ce que tu imagines ça un peu plus tard dans l'année de ton côté? Si on respecte les bulles de 4 ans, on a eu pour Bitcoin décembre 2017, ensuite novembre 2021, donc ça pourrait faire octobre 2025, mais c'est très peu probable que ça respecte exactement. Hein, mais c'est vrai que ce serait un peu plus probable que ça soit vers la fin de l'année que vers le début. Ok, alors... Après ça dépend parce que quand on regarde l'ancien cycle, on a toujours cette fameuse durée de 4 ans, mais le premier pic qu'on a eu, parce que au dernier cycle, on a fait un double top, d'accord? Mais il y a une très petite différence entre le premier top et le deuxième top.
Il y a eu 5 000 $ d'écart, ce qui est pas vraiment significatif. Et beaucoup de gens pensent que le premier top était vraiment annonçait la fin du cycle, et qu'ensuite on a fait un retest et qu'on s'est fait refouler finalement. Moi d'ailleurs, je partage cette théorie, et c'est pour ça que du coup, j'ai plus tendance à donner une horizon de 3 ans et demi sur les cycles plutôt que 4. Est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette théorie? Est-ce que t'es plus... C'est une théorie valable. C'est la théorie des cycles plus courts dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'elle est un petit peu moins probable que les autres. Déjà, les élections dans beaucoup de gros pays, c'est tous les 4 ans. Et les années d'élection, ils aiment bien que les finances se portent bien pour que les électeurs soient contents. Il y a le refinancement de la dette de certains pays qui peut jouer un rôle. Il y a plein d'aspects qui peuvent jouer un rôle. Et puis surtout, il y a ce narratif du halving. Mais c'est ce qui expliquerait que, parce que on reste toujours sur une durée de 4 ans finalement, parce que le temps qu'on fasse le retest, si on part du principe que le premier pic est à 3 ans et demi, ensuite on a un retest, et ça c'est dans peu importe ce qu'on analyse, on a toujours les niveaux clés, que ce soit en support ou en résistance, on va toujours les retester. Donc c'est pour ça qu'on reste sur un cycle de 4 ans finalement. Mais alors je vois ce que tu veux dire, Stéphanie, mais en fait le retest de la pointe Bitcoin qu'on a eu en avril 2021, le retest s'est fait en mai 2021, c'était un dead cat bounce. Donc Okay. il n'est pas monté assez haut. Et ensuite ça a vraiment chuté pour Bitcoin. En même temps, en mai, c'était la altcoin season et les altcoins ont complètement explosé. Mais il y a beaucoup d'indicateurs qui vont dans le sens de ce que tu dis, Stéphanie, et qui montrent que la pointe de novembre était menée seulement par une partie du marché. Et il y a plein d'indicateurs qui montrent que la vraie pointe de bulle est au printemps. Mais il y a aussi plein d'autres indicateurs qui montrent qu'elle était en novembre 2021. Donc il y a à boire et à manger. Et c'est ce que je dis, c'est ce que je dis dans ma formation Crypto Expert. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de savoir ni la date ni le montant de la prochaine pointe de bulle. Par contre, vous avez besoin de savoir quoi surveiller et quoi faire. C'est ça que je renseigne dans le chapitre 5. C'est la clé, parce qu'il faut savoir s'adapter à ce qui se passe, quelle que soit la date et quel que soit le montant. Et ne pas oublier de récupérer des profits toute la montée. Mais oui, exactement, t'as tellement raison. Moi, je le vois très concrètement. Là, j'ai des témoignages de gens désespérés qui ont. Il y en a plein qui avaient acheté, par exemple, en décembre, en janvier, qui ont fait des magnifiques bénéfices. Là, mi-mars, les prix étaient magnifiques, et ils se disaient ça va continuer à monter. Ils ont pas vendu, ils ont même pas mis des stop-loss, ils ont même pas pris un peu de bénéfices, ils ont pas récupéré la mise de départ. Chose que moi j'enseigne. Hein, mes apprenants, ils l'ont fait. Mes apprenants, ils ont récupéré la mise de départ, ils ont pris des bénéfices. Maintenant, ils ont du cash pour racheter. Ça me fait mal au cœur, ces témoignages de gens qui disent « Oh, moi j'avais investi que sur des petites pépites et puis j'ai fait des bénéfices magnifiques, mais maintenant j'en suis à moins 85%. » Et les gens ils sont désespérés. Il faut vraiment... Moi, c'est ce que je leur dis dans ces cas-là. Je leur dis « Mais choisissez une méthode et respectez-la. » Parce que quand on se fait balader par les émotions, c'est la catastrophe. Il y a des gens, en ce moment, il y a plein de petits comptes qui sont en train de vendre leurs cryptos à perte, parce qu'ils ont peur. Et qui c'est qui rachète? C'est les gros comptes long terme qui s'en mettent plein les poches au détriment de la peur des honnêtes gens, quoi. C'est vraiment mal fait. Ça fait mal au cœur. Il y a deux choses. Il y a la peur et le manque de connaissances. Ces deux sont reliés, là. Qui alimentent la peur, du coup. Exactement. Ouais. Exactement. Là, tu fais la transition parfaite vers ma question suivante. C'est comme si c'était écrit. On a beaucoup parlé des institutions, et moi, une chose que je vois beaucoup passer sur X, c'est le dernier cycle pour faire la différence. Si vous êtes, si on fait partie de la dumb money et des petits investisseurs retail, à ton avis, cette institutionnalisation de la crypto-monnaie, est-ce que c'est effectivement la fin pour le petit investisseur, ou est-ce que c'est une opportunité, un cadeau mal emballé et potentiellement des belles plus-values qu'on pourrait faire? Attends, juste avant de répondre, Chantal, je voudrais juste préciser un truc aussi, pour ceux qui nous regardent et dont c'est le premier cycle. Cette rumeur, on l'a depuis 2017. À chaque fois, c'est toujours le dernier cycle. C'est toujours le dernier cycle, mais finalement, il y en a toujours un autre. Je suis d'accord que beaucoup de choses ont changé ce cycle-là, et c'est pour ça qu'on fait justement un sommet sur l'actualité, parce que beaucoup de choses ont changé. Mais c'est quelque chose qui revient à chaque cycle. Voilà. C'est un bon rappel, t'as raison. Alors, c'est quoi ton avis là-dessus, Chantal? Mon avis, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ce narratif des cycles de 4 ans à cause du halving, il marche bien.
Et il est probable qu'on va continuer à avoir des cycles. C'est vrai que le moment où les institutionnels arrivent sur une classe d'actifs, c'est le cycle le plus puissant. Ensuite, généralement, les pourcentages sont beaucoup moins élevés. Mais il y a toujours du poisson qui passe dans la rivière. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours des nouveaux projets qui vont se créer. On peut comparer avec Internet. La bulle Internet, la plus grande, quand les institutionnels sont arrivés, quand tout le monde a commencé à investir et que c'était complètement démesuré. Ok. Ceux qui ont investi à ce moment-là, ils avaient raison, ils se sont pris un crash dans la figure, ils étaient juste trop tôt. Mais ceux qui ont investi à ce moment-là et qui ont su vendre en pointe de bulle ou proche de la pointe de bulle, eux, ils ont fait des super bonnes affaires. Et maintenant, quand on regarde les entreprises les plus capitalisées du monde, eh ben, elles sont sur Internet. Une entreprise qui n'est pas sur Internet, elle n'existe pas. Voilà. Clair. Donc, ceux qui investissent dans les cryptos maintenant, ils ont raison. Simplement, il faut absolument savoir quand prendre des bénéfices. Et est-ce qu'il y aura d'autres bulles? Oui. Sur les grosses cryptos que nous connaissons aujourd'hui, les multiples seront beaucoup moins impressionnants, mais il y aura plein de nouvelles cryptos qui vont arriver. Parfait. Ouais, ça me semble. je partage ton avis, ouais. Je suis assez d'accord. Ça semble inspirant et motivant pour ceux qui commencent maintenant, des fois qui se disent, justement, moi j'ai commencé sur le cycle dernier, donc j'ai un peu moins d'expérience que vous deux, mais donc j'ai peut-être moins ce FOMO-là, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui commencent sur ce cycle-là et qui ont un peu cette impression, c'est pour ça que je trouvais que c'était important qu'on en parle, qui se disent, oh my god, j'arrive un peu après tout le monde, et c'est le classique du FOMO, hein. On a toujours cette impression-là, donc c'est bien de rappeler les faits, qu'effectivement c'est quelque chose qu'on se raconte à chaque fois, et que, comme tu dis, il y a toujours des poissons dans la rivière et il y aura toujours des opportunités, ça il faut en être convaincu. Alors on a beaucoup parlé de sorties, de prendre des profits. Oui Stéphanie, tu avais un autre point. Je voudrais juste rappeler un petit truc aussi, c'est que on ne sait pas jusqu'où la capitalisation de marché d'un projet peut marcher. Par exemple, si on prend Bitcoin, on ne sait pas jusqu'où il peut marcher parce que, comme Chantal l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de repères, on est les pionniers là-dedans, donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais il est évident après que c'est une question de mathématiques. Plus la capitalisation augmente, moins, bien évidemment, les bénéfices, plus les bénéfices vont être plus petits. C'est-à-dire que la volatilité va avoir tendance à se tasser. Mais à quel moment elle va se tasser? Est-ce qu'on est déjà dans une grosse capitalisation? On a l'impression que oui, mais imaginons que le Bitcoin monte à 3 millions de dollars, la capitalisation sera beaucoup plus élevée. Donc on ne sait pas en fait quelle sera cette fameuse capitalisation qui va faire une sorte de plateau de productivité finalement. Ah, je vois que tu regardes les courbes de Gartner, toi. Oui, moi j'adore les courbes de Gartner parce que moi je trouve aussi. on peut les associer absolument à n'importe quoi en fait. C'est génial, moi j'adore. Oui, et si tu regardes les courbes de Gartner en matière de crypto-monnaie ou de blockchain, tu vois qu'il y a plein de subdivisions, différentes thématiques à l'intérieur des crypto-monnaies et des blockchains, et tu peux voir que Bitcoin a déjà fait son pic, a déjà fait son creux, est déjà dans le plateau de productivité. Donc là maintenant, on est dans la période où les institutionnels en achètent, on entre discrètement, mais c'est pas encore officiel, dans la période où les gouvernements en achètent. À part le Salvador, évidemment, qui le publie, mais il y en a d'autres qui le font discrètement. Et lorsque tous ces gens-là estimeront qu'ils en ont suffisamment, eh bien, là, on sera sur un plateau. Ouais, c'est ça. N'empêche pas qu'il y aura des périodes de hype avec des pics démesurés. Oui, bien sûr. Et où justement, voilà, il peut y avoir des passages entre les patients et les impatients. Hein, comme dit Warren Buffett, le marché récompense les patients au détriment des impatients. Oui, puis il y aura toujours de toute manière des marchés haussiers et des marchés baissiers. C'est le principe de l'offre et de la demande. Ça, on peut pas le changer. Le capitalisme. Ouais. Voilà, exactement. C'est juste la différence de niveau entre le bas et le haut qui pourrait changer, mais il y aura toujours des mouvements haussiers et des mouvements baissiers. Donc c'est pas perdu, c'est pas ça y est, c'est fini, on peut plus investir dans les crypto-monnaies. On peut dire que lorsque Bitcoin aura dépassé la capitalisation du gold, eh bien les mouvements seront plus difficiles à faire bouger en très très gros multiples, mais pendant ce temps, il y aura plein de petites cryptos qui seront en train d'exploser. Donc il y a toujours du poisson qui passe dans la rivière. Toujours. J'aime bien cette citation. Alors, on a parlé de prendre des profits. Je sais que, alors je rappelle du coup, c'était vraiment un des sujets qui a été beaucoup abordé lors de la saison 2
du sommet de la crypto. Stéphanie a écrit un livre d'ailleurs entier sur le sujet. Chantal, je sais que toi aussi tu as une stratégie, donc j'avais écouté votre entretien que vous aviez fait au sujet donc de prendre très vite sa mise de départ après un x2, ensuite il y avait un x4, mais ça dépendait le crypto. Je pense que ça peut être intéressant quand même peut-être de refaire une petite parenthèse là-dessus. Est-ce que toi ta stratégie de sortie, elle a un petit peu changé peut-être au vu, on va dire, de la mise à jour de tout ce qu'on a discuté avant, ou est-ce que tu restes vraiment sur la stratégie que tu avais déjà présentée l'année dernière? Alors, je garde systématiquement 25% de tout ce que j'achète, que je mets sur une clé Ledger hyper sécurisée, en vue de la prochaine pointe de bulle, la vraie grosse pointe de bulle, ok. Je récupère la mise de départ systématiquement en vendant la moitié à x2 pour les grosses cryptos, en vendant un quart des tokens lorsque le prix a fait x4 pour les petites cryptos très volatiles. Après, je prends des bénéfices à différents niveaux en fonction de mon étude de cette crypto et de mon estimation de combien elle devrait valoir. Ça, c'est bon pour ceux qui me suivent dans le groupe privé, ils savent exactement ce que je fais immédiatement, au fur et à mesure. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre les ordres en avance, comme ça, si on n'est pas devant l'écran ou on part 3 semaines en vacances, ça va bien se passer. Ceux qui suivent scrupuleusement ce qui est dans la formation elle-même, là, ils ont, c'est toujours la même stratégie. Récupérer la mise de départ et ensuite vendre une partie à x10 et garder une partie pour la pointe de bulle. J'aime beaucoup dans ton groupe, moi je te suis aussi dans ton groupe, et j'aime beaucoup la façon que tu as de dire ça justement, parce que tu fais quand même des monnaies assez risquées, ça dépend de quoi on parle, mais t'as aussi une stratégie basée sur des monnaies beaucoup plus risquées, donc qui peuvent aussi ramener beaucoup plus d'argent. Et c'est vrai que tu as une façon de faire que tu vends 50%, puis 25, puis 25, enfin ça dépend des monnaies, mais j'aime beaucoup parce que du coup c'est très simple, ça devient, c'est d'une simplicité enfantine en fait. J'aime beaucoup ta façon de présenter les choses dans ce groupe. Merci, ça me fait plaisir. En fait, mon public cible, c'est souvent des gens qui n'ont pas tellement de temps. Des gens qui ont un gros capital à placer et qui n'ont pas le temps mais qui veulent le faire eux-mêmes. Et donc, l'avantage, c'est qu'ils savent exactement quoi faire, c'est simple, c'est clair, ça marche, puisque moi j'en suis à ma 3e bulle, je sais exactement ce qui marche, et ça a déjà été éprouvé dans la bulle précédente, et ils n'ont pas forcément le temps ils vont pas rester devant l'écran tout le temps, ils ont une vie, souvent c'est des chefs d'entreprise, donc le fait que ça soit simple, clair, prévisible, et qu'on puisse mettre les ordres en avance, ça leur plaît beaucoup. En plus, j'ai cette notion de parking, c'est-à-dire, à partir du moment où j'ai déjà récupéré la mise de départ, et que j'ai déjà mis les ordres pour prendre des bénéfices parce que c'est sur un gros exchange de confiance, même si j'ai pas encore pris les bénéfices, mais que j'ai déjà mis les ordres et que j'ai envoyé mes 25% pour la pointe de bulle sur ma clé Ledger, eh bien, à ce moment-là, cette crypto-là, elle passe au format parking. Je ne m'en occupe plus du tout. Ça me libère. J'ai aucune charge mentale là-dessus. Ça me permet d'avoir beaucoup de crypto, mais pas toutes dont j'ai besoin de m'occuper au jour le jour. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ton groupe, c'est que du coup, comme tu donnes beaucoup de pépites parce que tu as des monnaies qui sont plus risquées, moins risquées, sur le court terme, le moyen terme, le long terme, tu sais, vraiment t'alternes avec beaucoup de choses. Ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, dans ton parking, tu t'en occupes plus, tu récupères ta mise de fonds, tu sécurises, etc. Mais comme il y a plein de poissons dans la rivière, le but, il n'est pas de faire le plus d'argent possible. Le plus, il est de se libérer du temps, que ce soit simple, facile, rapide et que ça ramène de l'argent régulièrement. Et c'est vraiment cette optique que tu as là. C'est-à-dire que du coup, on va pas chercher au millimètre près quel va être le meilleur prix de vente. C'est dans la régularité. C'est que du coup, tu as toujours plein de... Finalement, ça ramène toujours de l'argent. C'est un petit écosystème, si tu veux, qui roule et qui tourne. Et au final, c'est moins de stress. C'est peut-être, alors après, faudrait calculer, peut-être que c'est même mieux, plus avantageux, du coup, que d'attendre 3 ans d'avoir atteint l'ATH. Parce que tu as plusieurs stratégies. Tu fais pas que ça. Tu fais aussi du holding, etc. Mais dans cette petite crypto qui roule en permanence, je trouve que c'est très rapide, très simple. Tu cherches pas la performance, tu cherches la régularité, finalement. Oui, alors quand je récupère la mise de départ, en fait, mes apprenants, je leur fais étudier leur résistance au risque.
Donc, selon leur résistance au risque, certains se le reversent en euros sur leur compte quand ils ont récupéré la mise de départ, et ensuite, ils font joujou avec les bénéfices. Mais il y en a d'autres, et je pense qu'ils sont majoritaires dans mon groupe privé, qui utilisent ça pour racheter les prochaines petites pépites. Et je précise qu'on prend des risques seulement sur 20% du capital. Hein. Les 80% sont sur des grosses cryptos bien solides. Mais sur ces 20%, vraiment, on s'amuse bien avec des pépites. Et là, dès qu'on a récupéré la mise de départ, on n'a plus de risque sur cette crypto-là puisque on fait joujou avec les bénéfices, même si elle disparaissait, c'est rien de dramatique. Mais avec ce qu'on a récupéré, on en achète une autre. Et donc, c'est les bébés qui font des bébés qui font des bébés. Et j'en ai plein qui sont au parking sur lesquels j'ai déjà récupéré la mise de départ et souvent j'ai même déjà pris des bénéfices. Et ça fait que, en fait, mon bag, il grossit. J'ai même pas besoin de remettre du capital. Par contre, il faut de la patience dans le sens que il y a des périodes où j'ai plein d'ordres de vente qui vont se déclencher et je vais encaisser beaucoup. Comme par exemple, on a eu fin février, début mars. Hein, et là, on a engrangé plein de cash. Et puis, il y a des périodes où le marché, il est baissier. Il n'y a pas d'ordre de vente qui va se réaliser. Mais par contre, évidemment, il y a des ordres d'achat qu'on a envie de mettre puisqu'il y a des très bons prix sur des très bonnes cryptos. Là, donc, avec les personnes qui se disent ça me permettrait d'avoir un revenu régulier, non, il faut pas investir dans les cryptos parce qu'il y a des périodes de vache maigre où tout est en rouge et où on encaisse rien du tout. Bien sûr, donc là, il faut vraiment en être conscient. Ah oui, ça c'est clair. Mais là, ces gens-là, moi je leur dis n'investissez pas dans les cryptos. Non, c'est clair parce que c'est vraiment par phase, on est bien d'accord là-dessus. Mais avec la cascade de liquidité qu'on a eu ces 2 dernières semaines, là vous êtes en belle zone d'achat. On doit déclencher là les ordres d'achat. Ouais. Alors moi, j'ai une de mes spécialités, c'est de mettre des ordres irréalistes. Voilà, donc sur certaines cryptos qui ont vraiment des très très bons fondamentaux, que je sais qu'elles ont une très grande probabilité de bien rebondir, eh bien je mets des fois des ordres à moins 50% d'un prix qui est déjà très bas, et je me chope des mèches de bougies, mais c'est trop bien. C'est facile après de récupérer la mise de départ quand tu achètes un truc à moins 50%. C'est clair. C'est vrai. Et alors, je sais que c'est un des pièges quand on commence en crypto. Moi, ça a été mon cas, ce côté un peu collectionneur. J'avais envie d'avoir tous les projets. Toi, je le vois quand t'en parles des projets, t'es fasciné. Comme tu dis, tu te relèves la nuit pour étudier des projets. Si on nommait tout ce qui est parking, parce que ça, j'ai compris, ça ne demande plus du temps de cerveau, à combien tu estimerais, parce qu'on sait que c'est pas nécessairement une bonne chose de surdiversifier. Comme disait Warren Buffett, tu l'as cité tout à l'heure, il disait que la diversification c'était un rempart contre l'ignorance. Alors, tu penses que c'est quoi un bon nombre de cryptos en gestion active du coup? En gestion active, je dirais 10 cryptos pour 1 heure par semaine. Ok. Donc imagine que tu as 10 cryptos que tu veux suivre attentivement. 1 heure par semaine, tu vas passer 6 minutes sur chacune, à lire qu'est-ce qu'il y a sur son Twitter, à lire ce qu'il y a sur son blog, à vérifier qu'ils avancent sur la roadmap. Ok, tu vérifies 2-3 trucs, tu vérifies, je sais pas moi, la TVL sur DeFi Lama, etc. Bon, tu vérifies différentes choses. 6 minutes plus tard, tu passes à une autre, etc. Et si tu veux vraiment faire le suivi, je dirais 6 minutes par semaine par crypto. Et après, tu choisis combien de temps de libre tu as. Parfait. Ok. Donc ça donne une bonne idée. Alors, là, je parle du suivi. Je parle pas au moment où tu décides de l'acheter au départ. Là, il faut passer beaucoup plus. Beaucoup plus. Okay. Ouais, sauf si on est sur ton canal, on a une petite longueur d'avance. J'ai bien Effectivement, compris. parce que là, en fait, je leur résume des heures et des heures d'analyse en un petit pavé sur Telegram. Et après, évidemment, ils peuvent cliquer sur mes liens, aller vérifier les sources et tout. Mais c'est vrai que je leur fais gagner beaucoup de temps. Ben, bien sûr, et donc tous les liens seront en description. Alors on va aller vers la dernière question de cette interview parce que déjà je me dois d'être le maître du temps et on arrive au bout. Quels sont j'aime bien finir toujours sur un conseil ou quelque chose d'un peu plus philosophique. Est-ce que tu as un conseil que tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour naviguer, on va dire, sereinement dans ces eaux troubles de la crypto et essayer de tirer son épingle du jeu? Volontiers. Alors, ce serait amusez-vous. Choisissez des thématiques qui vous passionnent. Je sais pas, que ce soit le gaming ou je sais pas les assurances ou l'intelligence artificielle ou n'importe quelle que soit la thématique. Choisissez une catégorie qui vous passionne. Allez voir ce que font les projets et amusez-vous. Testez les outils.
tester les outils, télécharger l'app et tester l'outil et vérifier tout ce qu'ils sont en train de créer. Vous verrez, c'est très enthousiasmant. Il y a une vraie création de valeur. Ce sont des équipes qui créent des choses qui n'existaient pas, des nouveaux logiciels, des nouveaux outils. Donc ça, c'est très enthousiasmant. Tester, vérifier, et ensuite aller spécifiquement vers ce qui vous enthousiasme. Et c'est comme ça qu'on s'éclate en même temps qu'on fait des bonnes affaires. Et puis c'est plus facile à comprendre parce qu'il faut comprendre la technologie. Puis on s'entend que c'est quand même une technologie assez compliquée. Si tu vas dans une technologie qui un ne te passionne pas et deux que tu ne comprends pas, c'est plus du tout du bonheur là. Parfait, c'était un très bon conseil et un très bon mot de la fin. Alors Chantal, ça a été un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci énormément pour ton temps. Merci Stéphanie aussi de nous avoir présenté l'un à l'autre. Alors je crois que tu vas mettre un lien en description, Stéphanie, pour les gens qui veulent aller plus loin. Il y aura les liens vers ton site, vers les sites de Chantal aussi. Est-ce que toi, Chantal, spécifiquement, c'est quoi le meilleur moyen de te suivre, bénéficier de ton actualité, de tes services, de ce que tu proposes? Volontiers. Alors, c'est sur ma chaîne YouTube, Crypto Expert Chantal Leng, ou sur Twitter, Chantal Leng. Sur Twitter, il y a un PDF à télécharger qui donne plein d'astuces pour analyser les cryptos. C'est gratuit, 33 pages avec des images, c'est très facile à utiliser. Donc là, vraiment, je recommande à toute personne qui s'intéresse aux cryptos de le télécharger. Parfait. De toute manière, comme tu disais, je vais mettre un lien dans la description là où tous vos liens seront au même endroit. Ça sera plus simple pour tout le monde. Ça sera plus pratique. Excellent. Eh ben, merci beaucoup. Merci Julien, merci Stéphanie. Ça fait plaisir. Merci à toutes les deux et merci à vous qui nous écoutez d'être restés jusqu'au bout. Je pense que c'est le moment de laisser un petit like sous la vidéo si ça vous a plu, de partager avec les gens autour de vous si vous avez vu de la valeur dans cet entretien. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode pour le sommet de la crypto-monnaie. Merci à tous.